Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sens Public. 90 minutes de débat, de reportage et d'expertise comme tous les soirs sur Public Sénat. 90 minutes et deux grands thèmes. L'actualité pour commencer et un président de la République optimiste sur le conflit des raffineries. Hier soir sur France 2, il prévoyait un retour à la normale la semaine prochaine. On va décortiquer son intervention sur le fond et la forme. Analyser aussi la stratégie de la CGT qui veut faire mentir Emmanuel Macron et appelle à étendre le mouvement à la SNCF et à la RATP mardi prochain. En attendant, c'est toujours aussi galère de faire son plein d'essence. Et puis notre second débat, vous le savez, on le choisit volontairement décalé de l'actualité du jour. Je vous propose de revenir sur une idée du chef de l'État lancée le 15 septembre dernier. Mieux répartir les réfugiés et demandeurs d'asile sur tout le territoire. Le projet provoque un tollé à droite comme chez ce sénateur LR du Cantal. Il semble que pour certains, nous ne soyons destinés qu'à accueillir les migrants pour soulager les banlieues, vous l'avouez presque, et les éoliennes pour éclairer les urbains. La ruralité sous territoire de la France, c'est non. Des centres d'accueil des réfugiés existent déjà en zone rurale. Comment fonctionnent-ils? Peut-on les multiplier sans provoquer le rejet des habitants? Réponse de nos experts dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, l'actu. Et l'actu, ce soir, c'est encore le conflit dans les raffineries. Total qui lâche du lest, mais la CGT en veut plus. Sandra Cerquera. Le mouvement de blocage des raffineries continue. Malgré le geste de Total qui propose 6% d'augmentation de salaire pour 2023 et une prime exceptionnelle correspondant à un mois de salaire. Pas suffisant et pas la bonne méthode pour les syndicats qui continuent d'appeler à la grève. Pour les grévistes, ce bonus ne doit pas se substituer à une hausse des salaires sur 2022. Ils réclament 10% de hausse pour faire face à l'inflation. La CGT et FO demandent des négociations immédiates avec la direction. Ils devraient être reçus ce soir à 20h. C'est un dialogue social, une ouverture de négociation. Ça fait 2 semaines que ça dure. Total Energy a pris la température des organisations hier, mais aucune proposition n'a été faite officiellement aux syndicats. La seule réponse qu'ils ont apportée, c'est transmettre une liste de personnel aux autorités pour les réquisitionner sur le site. Alors que les files d'attente à la pompe ne désemplissent pas, Emmanuel Macron lançait hier soir sur le plateau de France 2 un appel à la responsabilité. Que la CGT permette au pays de fonctionner et que dans une entreprise où un accord majoritaire est signé, elle le respecte. Je suis pour le dialogue social, je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels. La grève a été levée dans l'un des sites Esso ExxonMobil à Fos-sur-Mer, mais pas à Total Energy. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, réaffirme que la priorité est de trouver un accord salarial. Évidemment que Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires, a les moyens d'augmenter l'intéressement et la participation. Pour assurer les expéditions de carburant, les salariés du site de Maric, près de Dunkerque, ont été réquisitionnés cet après-midi. Leurs collègues d'ExxonMobil en Seine-Maritime ont eux aussi déjà fait l'objet hier d'une réquisition. Au total, 5 des 7 raffineries françaises sont encore affectées par le mouvement de grève. La CGT et RATP appellent quant à elle à une journée de grève et de mobilisation en Ile-de-France mardi 18 octobre. Je vous présente tout de suite les invités de ce débat. Sophie Coignard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Point et auteur de La tyrannie de la médiocrité, livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Pablo Pillo-Vivien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Frédéric Michaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique, bonsoir, à mes côtés, comme chaque jeudi et chaque mardi. Je reviens sur la déclaration d'Emmanuel Macron hier soir. Je commence avec vous, Sophie Coignard. Quand il dit, grosso modo, ça va s'améliorer la semaine prochaine. Je disais en titre, il est optimiste, il prend quand même un petit risque. Ah oui, c'est un risque politique, je suis bien d'accord avec vous, puisque, enfin, sauf s'il dispose d'éléments ou divinatoires ou objectifs qui nous échappent, rien ne lui permettait hier soir et rien ne nous permet ce soir de conjecturer sur la sortie de crise, sa date et ses modalités. Donc on voit bien qu'au stade où nous en sommes, eh bien, le président de la République a fait ce qu'on appelle un vœu pieux. Ouais. Sauf si les réquisitions fonctionnent. Voilà, alors il y a quelques signes. Il y a les réquisitions, il y a des premiers camions de livraison qui sont sortis du site près de Dunkerque, du site de Mardic dont on parlait à l'instant dans le reportage. Il y a des négociations formelles, de vraies négociations de l'uniforme qui démarrent. Et puis il y a un dépôt qui a repris le travail. Et il y a un dépôt qui a repris le travail. C'est peut-être ces signaux-là qu'il a voulu interpréter. Ces signaux-là qu'il a voulu interpréter. Mais enfin, moi, de ce que j'ai pu enquêter, on voit bien que les réquisitions mettent quand même beaucoup de temps. Ouais. Enfin, je veux dire, entre le moment où
le préfet signe l'arrêté et le moment où dans votre pompe à essence, où que vous soyez en France, vous avez de nouveau du carburant, il va se passer éventuellement du temps, à supposer que les réquisitions se multiplient. Car aujourd'hui, comme vous le savez, les réquisitions qui ont été prises, donc sur pour l'instant un seul site, ne sont pas de nature à débloquer la totalité de la situation. Alors, il y a un deuxième site, je crois. Oui, le site Esso, Exxon, et un premier site Total. Oui, c'est ça. À partir de 14h aujourd'hui. C'est ça, oui, voilà, tout à fait. Mais juste Pablo, un point sur les réquisitions. Il faut faire très attention parce qu'il y a une jurisprudence. En 2010, lors de réformes qui avaient été souhaitées par Nicolas Sarkozy, il y avait eu des grèves dans les raffineries. Et à ce moment-là, certains préfets avaient pris des arrêtés pour faire travailler les ouvriers contre leur gré, entre guillemets, en cassant le droit de grève. Et le Conseil d'État avait dit non, vous n'avez pas le droit de prendre les arrêtés que vous avez pris parce que vous faites travailler trop de gens. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le strict minimum. Oui, il y avait eu d'autres arrêtés repris dans la foulée. Exactement. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que on ne retrouvera pas un rythme normal nécessairement. Ce sera forcément le strict minimum. Cette émission hier soir, elle était consacrée aux questions internationales. Et bon, on l'a bien vu, le président a dû parler de ce contexte des raffineries et de l'actualité. Vous l'avez senti comment ? À l'aise dans l'exercice, un peu empêtré dans cette crise, Pablo ? Comme ça a été dit tout à l'heure par Sophie Coignard, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire une prophétie autoréalisatrice. Je suis pas certain en fait qu'elle aille jusqu'au bout. De toutes les façons, au départ, c'est Caroline Roux qui a un peu pris les devants et qui a décidé en fait de parler de cette question. À la base, c'était pas ça qui avait été négocié. Lui, ce qu'il voulait, c'était juste faire figure d'homme, le président un peu au-dessus de la mêlée, qui ne parle que des sujets internationaux. Et tout d'un coup, on l'a ramené. Il y a une autre émission consacrée à la politique intérieure dans 2 semaines. Il faut quand même. Exactement. Mais il s'avère que le sujet brûlant sur lequel beaucoup de Français attendent des réponses, je pense qu'il avait dû donner son accord pour que la question soit posée. Même que oui. Peut-être, on peut imaginer le courage de Caroline Roux. On est tout à fait d'accord, mais ça se discute en amont et l'Élysée était tout à fait et en plus ils avaient intérêt à en parler. Mais évidemment qu'ils ne pouvaient pas éviter cette question en pleine crise de pénurie de carburant. C'est impossible de parler pendant 1 heure que de l'Ukraine. Oui, mais ça, on va y revenir sur la com, mais ça éclipse un peu le reste. C'est-à-dire que ce qu'on retient de son intervention d'hier, finalement, c'est cette déclaration optimiste sur le conflit dans la raffinerie, un peu moins le positionnement de la France sur Poutine, l'Ukraine, etc., etc. Je voudrais qu'on parle de l'opinion avec vous, Frédéric Michaud, parce qu'il y a eu ce dernier sondage qu'on a récupéré là, en cette fin d'après-midi de jeudi, sondage réalisé par Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro, sur les réquisitions. Approuvez-vous la décision du gouvernement de réquisitionner les salariés en grève, et la question a été précise, des dépôts d'Esso ExxonMobil? Le oui est assez massif quand même, on a un oui à 65%. Hier, Frédéric, il y avait un sondage qui nous donnait une opinion publique française partagée, 42% approuvaient la grève, 40% la désapprouvaient. Est-ce que, c'est difficile de répondre, mais est-ce que l'opinion est petit à petit en train de basculer ? Bon, alors ça, c'est les jours qui viennent qui nous le diront. Ouais. Mais alors, sur ces questions-là, effectivement, l'opinion est parfois un peu ambivalente. On peut comprendre que les Français ressentent une forme d'empathie par rapport à une lutte sociale dans un contexte inflationniste, tendu, dans un contexte économique qui est pas très simple. Donc, il peut y avoir une forme de sympathie spontanée pour, disons, des mouvements sociaux. Et puis, simultanément, il y a aussi des blocages et les conséquences des blocages qui sont vécus au quotidien, qui ont des conséquences très tangible sur la vie des Français, ce qui crée peut-être cette ambivalence et cette opinion qui a du mal à se positionner pour l'instant. Oui. Ça veut dire qu'on voudrait bien obtenir les 6% d'augmentation de salaire que les salariés de Total ont obtenu. Sans subir les blocages. Voilà, sans subir les blocages. Mais on est quand même content que le gouvernement fasse preuve de fermeté. Il y a cette ambivalence. Ouais, absolument. D'accord, qu'on ressent dans les sondages. Il y a un sondage Odoxa, c'est pas chez vous, mais qui dit que 2/3 des Français approuvent la réquisition des grévistes. C'est celui que j'ai donné. Ah voilà, donc c'est très ambivalent comme l'opinion publique on supporte. Mais... C'est intéressant parce que Sophie Coignard, la stratégie de la CGT, on va la détailler un petit peu aussi dans ce débat, mais elle pousse d'une certaine façon, où elle donne des arguments au gouvernement pour la réquisition, pour la fermeté, et donc ça plaît à une partie de l'opinion publique. Je ne dis pas à toute l'opinion publique, mais une partie de l'opinion publique. C'est-à-dire que il me semble que dans le temps, il y a eu un premier temps où le gouvernement n'a évidemment pas n'a pas capté ce qui était en train de se passer. Et là, de mon point de vue, évidemment, il a d'une certaine manière
donner du grain à moudre à la CGT. C'est-à-dire que c'est une sorte de courte échelle successive. Dans un premier temps, c'est vrai que la, comment dirais-je, soit la désinvolture, soit l'optimisme démesuré du gouvernement par la voix de son porte-parole Olivier Véran, notamment, qui a fait preuve, disons, de maladresse en disant qu'il n'y avait pas de pénurie. C'est quand même... c'est une faute politique évidente pour un porte-parole du gouvernement. Eh bien, effectivement, ça a permis à la CGT d'installer le mouvement face à un employeur qui n'était pas spécialement, on va dire, écoutant. On peut dire ça comme ça, oui. Et à un pouvoir politique qui était, on va dire, indifférent. Donc, courte échelle à ce moment-là. Est-ce qu'à l'inverse, la courte échelle n'est pas en train de s'inverser? C'est possible, mais là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est un peu tôt, je pense, pour vraiment le mesurer ou pas. Mais il est vrai que le gouvernement s'est repositionné. Je trouve que les propos de Bruno Le Maire que vous avez diffusés étaient très très intéressants ce matin, parce que quand on suit au long cours la manière de s'exprimer, le vocabulaire employé par Bruno Le Maire, on voit bien que ce matin il s'était quand même gauchisé de manière assez importante, avec ce discours sur le partage de la valeur, qui est un discours qui me paraît d'ailleurs tout à fait légitime. C'est une vraie question centrale dans la société aujourd'hui. Et donc là, Bruno Le Maire a essayé, en effet, de parler aux Français au plus grand nombre sur cette idée des inégalités du pouvoir d'achat. Après, je dois dire, une semaine où c'était pas vraiment le cas. Donc, en effet, aujourd'hui, la CGT permet au gouvernement, je dirais, de se repositionner. Mais... franchement, à quel prix? À quel prix? Et évidemment, soyons prudents, parce que je l'ai dit en titre et je le rappelle ici, il y a donc cet appel à une grève nationale interprofessionnelle mardi prochain de la CGT, notamment à la SNCF et à la RATP, la CGT qui est un syndicat très puissant, à la SNCF notamment. Et la question des salaires au cœur du débat. Donc, c'est assez intéressant cette soirée, parce qu'il y a quelques signes de relâchement, ou en tout cas des négociations qui démarrent. On peut se dire que chez Total, le patron propose 6%, la CGT en veut 10%. Bon, c'est une négociation qui démarre, peut-être qu'ils vont finir par trouver un terrain d'entente, mais il y a d'autres signaux qui nous disent non, on va vers une grève beaucoup plus massive. En fait, le problème, c'est que ça fait 15 ans que les gouvernements successifs donnent de plus en plus d'amplitude aux entreprises pour augmenter leurs marges. Et aujourd'hui, les entreprises ont des marges quand même relativement substantielles. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils font de ces marges? Pas toutes les entreprises. Il y a des PME qui sont un peu dans... Alors, vous avez tout à fait raison, avec une grosse différence entre les petites entreprises et les plus grosses. Là, en l'occurrence, quand on parle de Total Énergie et d'ExxonMobil, on est plutôt chez les plus grosses. Et elles font des très grosses marges. Aujourd'hui, ces marges, où est-ce qu'elles vont? Elles vont dans la poche des actionnaires, principalement avec des augmentations substantielles aussi pour le PDG. Et cette question en fait des salaires qui en fait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années ronge vraiment le quotidien des Français, fonde une partie de nos inégalités, parce que vous avez des Français, vous avez une courbe en gros des salaires qui ne suit pas la courbe de l'inflation. Et les Français le voient, et les Français perdent en pouvoir d'achat tous les ans. Et donc au bout d'un moment, il y a une crispation. Non mais allez-y si vous voulez. Sophie Coignard. Vas-y. Les Français n'ont pas perdu chaque année du pouvoir d'achat. Si on regarde, moi je me fie à l'INSEE, si on se met d'accord sur la source, on voit bien qu'il y a eu notamment pendant le quinquennat qui vient de s'achever, il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat en moyenne. Alors après, effectivement, exactement. Voilà. Pour les plus faibles revenus, et pour les très très faibles revenus, il n'y a pas eu d'augmentation de pouvoir d'achat. Or là, effectivement, il y a une colère en fait qui commence un peu à se généraliser, et ce qui va se passer mardi, avec en fait vous avez d'autres secteurs d'activité qui vont rejoindre la grève. Vous avez parlé de la SNCF et de la RATP. Il y a aussi les routiers qui ont annoncé. Alors il y a nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui sortent là en cette fin d'après-midi une note des renseignements. Alors on appelle plus ça les renseignements généraux, mais je vais dire les RG parce que tout le monde comprend, qui effectivement évoque une crainte de contagion, les dockers, le secteur automobile, voilà, d'autres secteurs. On a appris hier qu'il y
avait un mouvement de grève qui démarrait chez EDF, en tout cas dans certaines centrales nucléaires. Donc il y a ça, cette stratégie-là, elle existe. Mais bien sûr, mais parce que en fait, Bruno Le Maire l'a dit, il y a une stratégie de la part de la CGT et des syndicats qui rejoint en fait une dynamique sociale qui aujourd'hui est une dynamique qui porte sur la question du partage de la valeur et de la valeur générée par le travail. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas de solution à apporter aux travailleurs et aux travailleuses sur cette question-là, évidemment, ils seront en colère. Globalement, les travailleurs en ont marre de voir que le fruit de leur labeur, tout ce qu'ils mettent en fait dans leurs 35 heures, dans leurs 37 heures ou dans leurs 40 heures de travail hebdomadaire, part dans les poches d'actionnaires qui parfois sont même pas français. Je pense que là, Pablo, ce que vous dites, le mot colère, c'est vraiment sur cette colère que vont capitaliser les politiques, parce que entre ce soir et mardi, il y a dimanche, et dimanche, c'est la grande manifestation à l'appel de la NUP, France, Jean-Luc Mélenchon, voilà, de la France insoumise surtout, Jean-Luc Mélenchon, contre la vie chère. Et qu'est-ce qu'on va chercher chez les Français? C'est la colère des Français, parce que vous avez vu que habilement a fuité le salaire moyen. Alors après, il a été discuté, fact-checké, etc., des personnes qui travaillent dans ces raffineries, de 5 000 €. Alors, c'est pas le salaire, il faut être précis, c'est salaire plus participation, les plus intéressement. Bon, d'accord. Mais quand même, il faudrait se mettre d'accord sur le baromètre déjà qu'on utilise. Vous savez, une fois, François Hollande avait dit au-delà de telle somme, on est riche. Parce que je crois qu'on n'a pas tous la même définition, finalement, de la richesse et de ce avec quoi on peut vivre. Ce qui est intéressant, Frédéric Michaud, c'est que ça intervient dans un contexte où l'opinion française est quand même ballottée, peut-être fatiguée, une perte de confiance, est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, cette rentrée? Absolument. Le climat d'opinion en cette rentrée est extrêmement morose. On a des niveaux d'optimisme qui sont très bas, 31% des Français seulement qui sont optimistes pour l'avenir de la France, 17% pour l'avenir du monde. Donc vous voyez un pessimisme qui est majoritaire. Et parce qu'il y a une conjonction, une accumulation de crises, et effectivement, la crise inflationniste qu'on voit actuellement, elle alimente toute une série de revendications sociales dans les entreprises. D'abord parce que l'inflation, c'est un phénomène qui est vu comme massif, touche toutes les catégories de la population, et pas seulement les plus pauvres, qui sont évidemment les plus exposés aux risques inflationnistes, mais les catégories qui ont un petit peu plus de revenus, les seniors, catégories socio-professionnelles dites supérieures, elles aussi ressentent les effets de l'inflation. Donc ça touche toutes les catégories et c'est vu comme un phénomène durable. C'est un phénomène qui va rester, qui ne va pas s'arrêter demain. Donc ça crée énormément d'inquiétudes. Et puis tout ça, c'est la toile de fond générale des inquiétudes, les crises mondiales qu'on voit actuellement, les tensions géopolitiques, l'inquiétude environnementale. Bref, tout ça se conjugue pour créer un climat qui est extrêmement noir, extrêmement inquiétant. Alors c'est aussi pour ça que le président de la République, évidemment, a voulu prendre la parole, une première fois hier soir, une seconde dans 2 semaines, sur France 2. On va regarder l'audience de l'intervention du président de la République. On va dire elle est correcte, en tête devant TF1, avec près de 5 400 000 téléspectateurs. Alors là, on a un peu mélangé des chiffres, je crois, mais bon, parce qu'il y a le JT aussi de TF1 qui est resté haut, et le Good Doctor, je suis pas sûr que ce soit le prime. Enfin bon, c'est pas très grave. Ce qui est sûr, c'est que sur toute la première partie de l'intervention du chef de l'État, France 2 est devant TF1. C'est pas un chiffre d'audience non plus complètement dingue, il est assez classique des audiences du JT à cette heure-là. Bon, ça s'appelait l'événement, Laetitia, et on peut dire que c'en était un parce que c'était la première fois qu'Emmanuel Macron acceptait une invitation du service public. Est-ce que ça marque un changement dans sa communication? Oui, c'est la première fois qu'il dit oui au service public. Pendant la campagne présidentielle, rappelez-vous Thomas, il a été le seul absent de la grande émission Élysée 2022 et ils avaient été obligés de diffuser un extrait de son meeting pour l'égalité de temps de parole. Vous imaginez l'embarras. Donc oui, du côté de France Télé, ça grinçait des dents, d'autant qu'en juin, il avait accepté de donner une interview, mais à C'est à vous, qui est produit par une boîte de prod extérieure. Donc la rédaction de France Télévisions était un peu énervée. Donc oui, c'est une nouvelle méthode de communication pour Emmanuel Macron. D'autant que vous l'avez dit, il y aura un deuxième round le 26 octobre. Pourquoi 2 interviews aussi rapprochées? Parce que son entourage et puis certainement
lui aussi a remarqué que finalement, en ce moment, c'était flou, que personne n'avait encore compris vraiment le cap du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il s'est beaucoup déplacé aussi sur la scène internationale. Il a délaissé un peu la politique intérieure. Et du coup, ses conseillers lui ont dit, bon, ces 2 interviews, ça pourrait servir peut-être de rampe de lancement. Il serait temps. C'est le Parisien qui le raconte aujourd'hui. Emmanuel Macron a quand même hésité. Pourquoi ? Parce que justement, la situation sociale, le climat social est tellement tendu qu'il avait peur des pièges. Mais on le sait, ces émissions, elles sont préparées en amont. Donc, il a accepté au final d'aller faire de la pédagogie. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un peu perdu la main en matière de communication ? Moi, j'ai le sentiment que sa parole imprime moins. Oui, mais pourquoi ? Parce que les oppositions sursaturent l'espace médiatique et elles le font très bien. On les entend beaucoup avec des coups, avec des polémiques. Et puis même à l'intérieur de son camp élargi, Thomas, il y a quand même François Bayrou, la semaine dernière, qui dit qu'il est prêt à reprendre le flambeau de l'après-Macron. Et puis son ex-premier ministre en une du Parisien qui parle carrément d'une retraite à 66 ou 67 ans. C'est pas simple pour Emmanuel Macron de se faire entendre dans ce contexte. Surtout qu'il parle relativement peu. Il parle peu parce que depuis l'interview du 14 juillet, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup finalement d'intervention d'Emmanuel Macron. Alors il a eu une adresse aux Français, c'était le 22 juin, juste après les élections législatives très mitigées pour lui. Il appelait les oppositions à se positionner et puis il avait trouvé une nouvelle méthode, la méthode Coué. J'ai confiance dans l'esprit de responsabilité de tous. J'ai surtout confiance en vous, en nous. Vous avez, en avril et en juin, fait 2 choix clairs et j'en prends acte. Ma responsabilité, c'est de les faire vivre. Et de les faire vivre à votre service pour que la France soit plus forte et que les réponses soient plus adaptées, construites différemment, mais plus adaptées aux défis de votre quotidien et du pays. On ne cesse de le répéter, en politique, il y a les mots et les actes. Alors peut-être que son nouveau spin doctor, son nouveau conseiller en communication, Frédéric Michel, va aider Emmanuel Macron à passer à l'action. Frédéric Michel, il vient du groupe de médias de Rupert Murdoch News Corp. Et donc, c'est un nouveau venu à l'Élysée. Peut-être même qu'il a joué un peu son rôle et qu'il a soufflé à l'oreille du président d'accepter l'invitation, enfin, du service public. Alors, l'objectif de ces 2 émissions, on le comprend bien, c'est de montrer qu'il y a un président à l'Élysée qui va nous donner un cap. Écoutez la réaction de Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste au Sénat. J'attends encore de savoir qu'est-ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, on est sur une crise climatique, une crise sociale, une crise énergétique, une crise diplomatique aussi. Enfin, sur la question ukrainienne, quelles sont nos perspectives, si ce n'est de savoir ce qu'on va faire demain et voilà. Enfin, je veux dire, on a besoin d'avoir un peu de consistance, de savoir où on va. Et je dirais que c'est pas l'intervention du président de la République hier qui nous a rassurés. Bon, propos d'un opposant, mais Sophie Coignard, on peut quand même, si on analyse l'émission d'hier soir, être... Je ne sais pas, c'est peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais un peu d'accord. Alors c'est peut-être l'émission du 26 qui va lui permettre de donner un cap, enfin. Parce qu'on sera 6 mois quasiment après son élection. Alors, c'est vrai que hier soir, a priori, enfin jusqu'à ce que l'actualité rattrape le conducteur initial de l'émission, il ne devait être question que de politique internationale. Donc, c'est à la fois un sujet sur lequel l'opinion a des attentes fortes, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, et en même temps, ce n'est pas là où sont les sujets les plus urticants. Je veux parler notamment du pouvoir d'achat, éventuellement de l'angoisse climatique, etc. Donc, bon, ça, premier point. Donc, du coup... légère indulgence du jury. Bon, maintenant, il est vrai que sur le sujet initial qu'est la politique étrangère, ni sur le sujet immédiat et brûlant qui est celui donc des pénuries, il a tenté de faire de la pédagogie. Alors au passage, évidemment, ils avaient des petits problèmes de projection des graphiques qui ajoutaient, comment dirais-je, un petit élément léger et presque ironique dans le scénario. Mais il a essayé de jouer cette carte qui est, de mon point de vue, le domaine où il est le meilleur, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, pour faire court. Mais la demande aujourd'hui n'est
pas simplement, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que le président super brillant qui dit d'accord, ok, j'ai compris votre problème, alors maintenant voilà, je vais vous expliquer comment on va faire, me semble aujourd'hui insuffisant en termes de communication. Et je pense, pour rebondir sur ce qu'a dit Laetitia, que d'ailleurs, il y a un rapport entre ceci et cela, c'est-à-dire que ce retard à l'allumage en termes de, de deuxième quinquennat, eh bien, il est notamment lié au fait que les ressorts de communication, de séduction, etc., que le président avait pendant le premier quinquennat, fonctionne moins bien. Oui. Et fonctionne d'autant moins bien que cette majorité relative à l'Assemblée nationale, eh bien, le contraint à jouer une partition différente. Et en fait, c'est ce que j'allais vous dire. Le centre de gravité du pouvoir, il s'est un tout petit peu quand même décalé vers le Parlement. Et c'est comme le coureur qui changerait de bicyclette et qui serait un peu en déséquilibre. Et je trouve que c'est un petit peu ce qu'on a ressenti hier soir, parce que finalement, dire qu'il faut continuer à parler à Poutine et puis faire un petit commentaire sur ce que serait la dissuasion nucléaire, ça a provoqué un certain nombre de, de nouvelles polémiques. Alors après tout, on en parle, mais ça n'a pas été de nature à éclairer le téléspectateur. C'est ce que vous avez retenu aussi, le côté pédago du président de la République hier. Oui, le côté pédago ressort effectivement très fortement. Moi, j'ai pensé tout de suite en voyant ces différents graphiques, ces cartes. C'est exactement la même communication que celle qu'adoptait Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. C'était la dernière grande période d'inflation. Lui aussi venait à la télévision. Alors les deux étaient ministres de l'économie d'ailleurs pour montrer des graphiques, etc. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas une vraie innovation au plan de la communication. Pendant le Covid, rappelez-vous aussi, avec Philippe, on avait dit il est humble, etc. Mais ce n'était pas le président de la République dans une émission de grande écoute. Et puis le deuxième élément, c'est que sur le fond, je trouvais que la posture était quand même très traditionnelle. D'abord, l'international, le domaine réservé du chef de l'État, chef des armées, c'est une volonté de reprendre de la hauteur, de se représidentialiser, puisque là, il est aussi démonétisé par le fait que, justement, il ne pourra pas se représenter à l'issue du quinquennat. Deuxième élément, au-delà des questions internationales sur lesquelles, effectivement, il a une connaissance technique qui est assez poussée par sa fonction, cette volonté de protéger les Français, bâtir la paix, rassurer, ça aussi, c'est très présidentiel. Enfin, là, il y avait des accents chiraciens 2003 qui étaient quand même assez frappants. Donc voilà, sur la forme, effectivement, cette volonté de vulgariser les grands enjeux. Et puis sur le fond, une posture très présidentielle. Si on se projette sur le prochain rendez-vous, donc 26 octobre, je reviens à cette question de peut-être que c'est là qu'il y aura un cap un peu plus clair, Pablo Pio-Vivien. Il y a quand même cette volonté affichée par Emmanuel Macron d'être un président réformateur. C'est plus compliqué peut-être de réformer un pays fatigué, inquiet, que vous nous décriviez, déjà archipélisé, on l'a maintes fois analysé sur ce plateau. Sa marge de manœuvre de réformateur, elle se réduit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, je suis assez d'accord. Après, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire être un réformateur et quelle réforme porter. Moi, je pense que... c'est pas forcément celle que vous attendez, mais c'est un réformateur. C'est sûr que la retraite à 65 ans, c'est pas ce que vous attendez, par exemple. D'ailleurs, à part cette question de la réforme des retraites, la réforme paramétrique des retraites, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas de cap. Et d'ailleurs, ça a été théorisé, je trouve, dans un livre qui vient de sortir, qui est par le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, qui était auparavant le patron de l'ARS d'Île-de-France, qui a écrit un livre qui s'appelle L'épreuve et le rebond. Et dans ce livre, en fait, Aurélien Rousseau explique, en prenant l'exemple de la crise du Covid, où lui, il était à l'ARS, que l'État stratège, c'est fini. Que, en gros, l'État doit répondre, doit être fluide, doit être mouvant et en fonction des crises auxquelles il va être confronté, en gros, réagir de façon différenciée à chaque fois. Mais vraiment, je vous jure, faut le lire pour le croire. Il dit non, mais ça sert à rien en fait de faire des plans sur la comète. Ça sert à rien en fait de se projeter dans X années, puisque on va être confronté à des crises comme ça perpétuelles et systématiques, et en fait finalement de plus en plus resserrées. Il parle, lui, je pense qu'il a en tête les crises sanitaires, mais en fait on pourrait aussi parler des crises sociales. Et là, ce qui s'est passé avec la grève dans les raffineries, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas vu
Mais en fait, ils pilotent à vue, ils se disent genre au jour le jour, tiens, on va faire ça, tiens, on va faire ça. Et le côté pédago que Emmanuel Macron a, en fait, il est pédagogique quoi, sur l'explication, sur le constat. Il dit bon bah voilà, il y a ça, voici les forces en présence, etc. Mais à la fin des fins, qu'est-ce qu'il fait comme proposition en fait pour sortir, à part dire la semaine prochaine il n'y aura plus de problème dans les raffineries, j'espère, mais il n'y a pas de proposition. Oui, mais c'était pas le but de l'émission. Non, mais c'était quand même une émission sur la France à l'international. N'oublions pas quand même. Quelle proposition il fait? Dire bâtir la paix, je suis désolé, mais c'est un mot qui ne le dit pas. Il continue de dire par exemple qu'il faut dialoguer avec Poutine alors que certains lui reprochent. Donc ça, est-ce que c'est un cap ou pas? Mais c'est quand même une volonté à affirmer, réaffirmer. Non, mais il fut un temps où, lorsqu'on réfléchissait aux questions géostratégiques et aux questions internationales, vous aviez des oppositions très fortes entre la gauche et la droite, et même au sein de la gauche et au sein de la droite, avec des visions du monde, mais qui étaient autrement plus péchu que juste dire on va bâtir la paix et puis j'ai passé un coup de téléphone à Vladimir Poutine. Allez, Laetitia, et ensuite je redonne la parole à Sophie. Sur Emmanuel Macron à l'international, parce que je ne sais pas ce que vous avez dans vos enquêtes d'opinion, mais il me semble que quand même la question de l'arme nucléaire brandi par Poutine, sous-entendu, est dans toutes les têtes des Français, et cette troisième guerre mondiale et cette apocalypse nucléaire aussi. C'est des termes que Joe Biden a employés il y a quelques jours. Il y a quand même tout ça aussi dans l'esprit des Français. Et hier, moi, je trouve qu'il a été très clair quand il a dit si la Russie utilise l'arme tactique nucléaire sur l'Ukraine, nous ne riposterons pas. Et ben ça, c'est quand même l'information pour moi qui était principale dans cette interview. C'est-à-dire que nous n'enverrons pas l'arme nucléaire et donc on rentrera pas dans une guerre mondiale. Et il a dit nous ne sommes pas en guerre, nous soutenons uniquement l'Ukraine. C'est tout. Ça, c'est très important. On peut considérer que c'est un cap. Est-ce que vous êtes sur cette ligne, Sophie Coignard? Oui, enfin... moi, je trouve que, sincèrement, pour moi, le passage sur la dissuasion nucléaire n'a pas été son meilleur passage en tant que président d'une nation qui a l'arme nucléaire. Je pense. Bon. Parce qu'il était trop allusif d'une certaine façon. Mais non, parce qu'il a été trop précis. À l'inverse. Parce que la dissuasion nucléaire, enfin, je veux dire, ne joue. Moins on en parle, mieux c'est. Oui. C'était ça la doctrine. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui, enfin. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il est trop précis. Il a dit qu'il fallait pas surtout pas en parler avant d'en parler. Oui, c'est pas faux. Donc il y a une légère petite contradiction peut-être. En revanche, moi je serais moins sévère sur son discours concernant la politique étrangère, parce que c'est vrai que effectivement il y a un certain nombre de lieux communs, je suis d'accord avec vous, qui ont été prononcés, mais il y a quand même deux ou trois choses sur lesquelles je l'ai trouvé clair, très précis. En fin d'interview, par exemple, sur l'Azerbaïdjan, il a été assez ferme, c'est-à-dire en expliquant qu'on n'avait pas de contrat gazier avec l'Azerbaïdjan, qu'en aucun cas on ne transigerait pour quelques mètres cubes de gaz sur le soutien apporté à l'Arménie, etc. Alors, effectivement, ensuite, on peut, si on avait le temps d'épiloguer sur ça, on pourrait aussi dire que oui, à l'Assemblée générale des Nations Unies, son attitude à l'égard du président iranien est peut-être un peu ambiguë, etc. Mais je trouve qu'il a été assez clair dans sa ligne sur, en gros, on a les valeurs que nous portons, que ce soit dans notre attitude sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit sur l'Iran, que ce soit sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les valeurs que nous portons ne sont pas négociables. Alors, ensuite, effectivement, ça n'est pas l'annonce d'un grand plan d'action, mais c'est quelque chose dont il est comptable. C'est-à-dire que un mot, Pablo, ensuite on revient au contexte social. Si demain matin, il prend une position, une décision qui contrevient à cela, ça lui sera quand même opposable. Donc dire qu'il a dit simplement je veux la paix, c'est pas faux, mais c'est un peu sévère. En fait, ce qui m'ennuie plus profondément, c'est qu'il n'a jamais donné de véritable cadre à son action au niveau international. C'est-à-dire dire oui, il faut négocier avec Vladimir Poutine, dont acte. Mais qui négocie? Quand? Dans quel cadre? Est-ce que c'est, je sais pas, au niveau de l'Union européenne? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut peut-être revoir les règles d'aujourd'hui dont se prennent les décisions au sein de l'Union européenne sur la question de ses frontières orientales? Lorsqu'il parle de l'Azerbaïdjan, c'est super en fait qu'ils disent que la France, on n'a plus avoir de contrat gazier, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Moi, c'est ça que j'attends d'un président de la République de la France. J'attends qu'il me dise OK, quel est le cadre en fait international que l'on peut proposer à l'ensemble du monde qui puisse
prendre à bras-le-corps ce type de problème comme en Azerbaïdjan et pas juste faire des relations bilatérales où je vais appeler Vladimir Poutine et je vais lui dire calme-toi. On a entendu vos arguments l'un à l'autre. Je reviens à ce contexte évidemment de tension sociale, de grève dans les raffineries, de menaces d'extension du conflit à d'autres secteurs d'activité. Est-ce que vous avez pu évaluer à quel courant politique ça profitait? Parce qu'on parle de la NUP, on a vu Mathilde Panot pour LFI qui était sur l'une des raffineries hier. Il y a des grévistes de Total qui vont aller à la journée contre la vie chère dimanche, alors que la CGT nationalement n'y participe pas. Est-ce qu'on peut évaluer ça? Est-ce que ça profite à la NUP et ça lui permet de sortir d'une phase de crise interne qui a été quand même longue? Ou peut-être au Rassemblement national, qu'on entend beaucoup moins d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez l'analyser? Alors là aussi, désolé, c'est pas une façon de me dérober, mais c'est sans doute un peu trop tôt, puisqu'il faut voir comment les effets se diffusent dans l'opinion, notamment de ce qui va se passer ce week-end. Et on voit bien les différentes tentatives, en tous les cas, qui s'organisent pour essayer de profiter de tout cela. Ce qui est certain, c'est cette question des pénuries, c'est quelque chose qui est très fondamentale dans l'opinion publique. Et ce n'est pas uniquement les pénuries de carburant, c'est les pénuries d'électricité, les pénuries de gaz, les pénuries énergétiques d'une manière générale, renvoient à un imaginaire qu'on avait déjà vu d'ailleurs au moment de la crise du Covid, avec la pénurie de masques, de respirateurs, etc., qui est celui d'un affaiblissement des structures de l'État. Et l'État en France, c'est quand même l'épine dorsale, la colonne vertébrale de la nation. On a le sentiment que les choses peuvent se déliter. C'est vrai en matière sanitaire, on l'a vu. C'est vrai là en ce moment avec une inquiétude sur le modèle social et la question des retraites. C'est vrai maintenant sur ces questions énergétiques. C'est vrai aussi en matière d'éducation. Bref, on a ce sentiment diffus d'un affaiblissement, peut-être d'un effondrement prochain de ce qui structurait la société française. Et donc, au-delà de la question des pénuries qui se jouent au jour le jour et des difficultés très concrètes qu'elle provoque dans le quotidien des Français, il y a quelque chose de plus profond qui renforce cette inquiétude générale. Ouais. Et donc ça pose aussi la question de la réforme des retraites. On l'a évoqué rapidement. On va terminer ce débat autour de ce thème et je propose à Audrey Vétas de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Audrey, bienvenue, puisque Elisabeth Borne recevait aujourd'hui les chefs des groupes parlementaires autour de cette question de la réforme des retraites. Oui, on entre dans la fameuse phase de concertation qu'elle avait annoncée il y a 15 jours, même si vous en doutez, les échanges ont beaucoup porté sur l'actualité et sur les blocages. Bruno Retailleau a même parlé de prise d'otage de la part des syndicats. Mais bon, on va se concentrer sur la réforme des retraites. Depuis fin septembre, quelques lignes ont bougé, on s'en doutait déjà, mais les chefs des groupes ont eu la confirmation. La réforme des retraites ne se fera pas par amendement du projet de loi finances de la sécurité sociale. Souvenez-vous, même François Bayrou, l'allié d'Emmanuel Macron, était vent debout contre cette idée. Elle est donc mise de côté, ce dont s'est félicité Guillaume Gontard, le chef de file du groupe écologiste au Sénat qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un gain par rapport à il y a 15 jours. Pour le reste, il est très critique. Écoutez-le au micro de Marion Delpech. On est totalement en désaccord avec l'orientation qui est proposée. Et voilà, cet âge de 65 ans, de toute façon, est pour nous une ligne rouge, quoi. On peut voir aussi qu'on a un gouvernement vraiment qui avance à vue. Et pourquoi justement cette retraite et cette précipitation sur les retraites? C'est vrai qu'on peut vraiment se poser cette question. Pourquoi? Enfin, quand on voit toutes les analyses qui peuvent être faites, il n'y a pas d'urgence. Et puis en plus dans la période actuelle, dans la tension actuelle. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce gouvernement n'a pas de majorité, essaye d'en chercher une, n'est pas clair sur ses orientations, et notamment, là, pour le coup, c'est un appel aux Républicains, et c'est d'essayer de trouver une majorité avec les Républicains. Donc voilà comment on avance aujourd'hui dans notre pays, alors qu'on a de véritables urgences face à nous. Alors justement, Audrey, comment les autres chefs de délégation parlementaire ont réagi? Alors les Républicains, je vais y venir, mais avant, je voudrais qu'on écoute Hervé Marseille. C'est le patron du groupe centriste au Sénat. Il pourrait être un allié dans cette réforme parce qu'il trouve que la réunion avec la Première ministre s'est plutôt bien passée, que tout le monde a joué carte sur table et il pense même qu'un compromis pourrait voir le jour avant la fin de l'année. Il est optimiste. Pour cela, il a une idée toute faite pour Elisabeth Borne. Écoutez. Nous, au Sénat, nous votons déjà chaque année un texte comme celui-là. Il serait simple que le gouvernement reprenne celui du Sénat. Ça éviterait d'ailleurs de perdre beaucoup de temps parce que ça ressemble de très près à la recherche d'une solution.
Quant aux Républicains, Bruno Retailleau et Olivier Marleix ont conseillé au gouvernement de mieux défendre sa réforme et d'expliquer aux Français qu'elle n'est pas faite contre eux, mais pour le pouvoir d'achat des plus anciens. Et puis, les journalistes n'ont pas pu s'empêcher de leur poser la fameuse question sur la volonté d'Édouard Philippe, le patron d'Horizon, membre de la majorité, de repousser l'âge de la retraite à 67 ans. Écoutez leur réponse un peu acerbe. Édouard Philippe cultive l'humour. Comment se fait-il qu'il ait été incapable de faire la moindre réforme des retraites à l'époque, une réforme où on ne parlait pas ou si peu du report de l'âge légal, et qu'aujourd'hui, en se réveillant, il découvre qu'il faut aller jusqu'à 67 ans. Est-ce que les Français sont descendus dans la rue ? Il n'a eu aucun courage politique à l'époque, donc il est aujourd'hui le plus mal placé pour jouer les va-t-en-guerre. Vous l'avez vu, on peut dire que les choses commencent assez difficilement pour trouver une majorité avec les Républicains. Merci Audrey. Sophie Coignard, est-ce qu'une réforme des retraites dans 4 mois, au début de l'année 2023, ça vous semble réaliste dans ce contexte à la fois politique, on parlait de la fragilité évidemment, l'absence de majorité absolue, contexte social qu'on a décrit largement, et puis sociétal, cette société française inquiète et pessimiste? C'est pour le moins compliqué. Ouais. Pour le moins compliqué. Il me semble qu'effectivement, ce qui a été dit sur le fait que effectivement il y a un jeu politique pour essayer de rallier les LR, c'est-à-dire de les mettre face à leurs contradictions, c'est une variable qui existe. Mais il y en a une autre dont on a parlé tout à l'heure qui, à mon avis, est tout à fait déterminante. Mais finalement qui, comment dirais-je, qui va peut-être conduire à de grosses déconvenues pour un gouvernement qui risque quand même très gros et un président qui risque très gros, etc. C'est que si Emmanuel Macron veut continuer de porter le costume du réformateur, il est obligé de faire la réforme des retraites. C'est pas que ça l'amuse, mais il est obligé. Ce sera le marqueur de son second quinquennat, d'une certaine façon. En 2017, souvenez-vous, petit flashback rapide, il y avait 2 piliers à la transformation révolutionnaire que nous vendait Emmanuel Macron. C'était la réforme des retraites, d'ailleurs pas du tout celle-ci, c'était la réforme avec un système universel, et puis vous aviez la réforme de l'État. La réforme de l'État, elle a fait pchit très très vite, c'est-à-dire qu'une fois que le statut de la SNCF, etc., a été réformé, en gros, tout le monde, a commencé par Édouard Philippe, s'est dit, bon, c'est passé, maintenant on va quand même pas scoltiner toute la réforme de l'État. Le rapport qui avait été commandé pour le fameux CAP 2022, vous savez, où on devait avoir vraiment une grande réforme de l'État, qui devait aboutir à une baisse du nombre de fonctionnaires, mais pas du tout parce qu'on allait couper des têtes et faire le comité de la hache, mais parce que les changements de structure allaient forcément engendrer des économies. Bien, tout ça est passé par perte et profit. Le rapport a été classé verticalement. Donc il restait quoi ? Il restait les retraites. Et puis les retraites, j'ai pas besoin de... Vous vous souvenez parfaitement du scénario. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron, pendant la campagne, pour des raisons notamment électorales, a été chercher l'électorat de droite avec la fixation d'un âge de départ légal à 65 ans. Il ne peut plus reculer une nouvelle fois. Enfin, encore une fois, c'est un faux suspense qui dure depuis plus de 5 ans. Donc, en fait, il est face à une sorte à des injonctions contradictoires. D'une part, effectivement, c'est une réforme très risquée, mais d'autre part, c'est l'ingrédient indispensable pour continuer à être un président réformateur. Oui. En termes de cohérence. Avec Pablo Pio-Vivien, un risque. Pour l'instant, il n'y a pas d'unité syndicale là, dans les conflits dont on parle. C'est la CGT qui est quand même si FO a rejoint la CGT chez Total Énergie, c'est quand même la CGT qui est en première ligne. En revanche, sur les retraites, il y a une forme d'unité syndicale, d'unanimisme pour dire on ne veut pas d'un report de l'âge légal. Bien sûr, et il risque de se passer exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a voulu faire passer la réforme des retraites la première fois, c'est-à-dire qu'il y aurait énormément de gens dans la rue. Après, il faut savoir qu'est-ce que ça fait à un gouvernement d'Emmanuel Macron d'avoir des gens dans la rue. La fois dernière, il y a eu quelques bougées. Ils ont pris, on va dire, j'avais entendu un ministre qui avait parlé, on prend le temps de la démocratie. Bon, donc ça veut dire qu'ils avaient, au début, ils voulaient faire ça en quelques semaines, puis après ça a été quelques mois, et puis finalement ils ont rallongé tant et si bien qu'est arrivé le Covid, et que là, du coup, ça a dû être mis sous le tapis. Ça a été abandonné. Là, la question c'est comment est-ce qu'ils vont s'y prendre ? C'est-à-dire que est-ce que ça va être manu militari, c'est-à-dire bon, il y a 1 million de gens dans la rue, tant pis, on la passe quand même, ce qui est tout à fait possible. Moi, je pense que la stratégie
stratégie aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de la majorité, elle est finalement un peu la même que celle de la France insoumise, c'est-à-dire c'est de conflictualiser, c'est-à-dire de tout latéraliser. C'est-à-dire que le conflit ne leur fait pas peur. Ils veulent casser en fait l'unité en fait du peuple français pour capitaliser sur ce qu'ils imaginent pouvoir être une majorité ou ce qu'on appelle un bloc. Ouais. Un dernier mot, Frédéric Michaud, vous nous avez parlé de lassitude et de pessimisme, ça peut basculer en colère ? Parce qu'il y a eu ce pari d'une France tellement fatiguée que finalement il n'irait pas massivement dans la rue, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, absolument, tout est possible. Ce qui est très frappant dans le contexte actuel, c'est que justement, il peut y avoir des transformations extrêmement rapides de l'environnement politique. Et par exemple, replaçons-nous un an en arrière, en novembre, personne ne pensait à la crise en Ukraine. En novembre de l'année dernière, il n'y avait pas d'inflation en France. On était presque avec des prix qui baissaient. Donc vous voyez à quel point le contexte est capable de se transformer dans un sens ou dans un autre de manière extrêmement rapide et très soudaine. Et ça, effectivement, c'est un paramètre supplémentaire qui est très difficile à mesurer, même impossible, mais que doit tenter de prendre en compte le gouvernement pour conduire des réformes aussi structurelles. Et puis le deuxième élément, on a déjà dit la démonétisation d'Emmanuel Macron, c'est que sa fenêtre d'opportunité politique, elle se réduit de plus en plus parce que l'échéance des élections européennes, c'est 2024. Donc la dernière, avant cette échéance, la dernière séquence utile pour véritablement faire des réformes et entrer dans ce quinquennat, c'est 2023. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Sophie Coignard, je rappelle évidemment le titre de votre livre, La tyrannie de la médiocrité. Ça pourrait être un bon thème de débat sur ce plateau, qui sait. Il vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Merci encore.